Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Alors dis-moi Pierre, ça a été quoi ta première approche avec la philosophie ? C'est le fait d'être vivant, en fin de compte. C'est-à-dire, j'ai pas eu une approche objective. D'ailleurs, une approche objective est une approche qui n'est pas une approche, à mon avis. Elle est un projet. Le projet d'établir les conditions de pouvoir se diplômer, être dans le jeu, être dans la norme, etc. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose de vivant. Donc t'as pas une approche scolaire, toi, de la philosophie ? Non. J'ai une approche qui n'est pas toujours philosophique. C'est-à-dire, je peux me référer à certains auteurs parce que c'est des gens qui m'ont intéressé, mais en définitive, je trouve que ce qui prévaut sur cette approche, je dirais, plus intellectuelle du savoir et de la connaissance, c'est l'expérience de notre vie. Le grand mystère, c'est quand même d'être là, quoi. Et le grand mystère, la grande interrogation, est peut-être quelque chose qui n'a pas de réponse. Et je pars toujours de cette idée de Socrate, que je trouve prodigieuse pour un homme de son siècle, où il y avait déjà en marche toute la dialectique du pouvoir et des mythes, d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'homme le plus ignorant, c'est celui qui pense qu'il n'est pas. Et je pense que c'est une intuition, celle de Socrate, qui est prodigieuse, parce qu'elle replace notre regard, le centre de notre regard et de la source de ce regard, à la reconnaissance qu'on ne sait rien. Donc c'est la forme d'une sagesse par l'humilité ? Même pas, c'est-à-dire se débarrasser de toute intentionnalité, on disait au Moyen-Âge. C'est-à-dire être soi-même à travers ces difficultés de vivre, parce que c'est dur de vivre, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme, c'est énormément d'éléments de contraintes, et c'est dur dès notre naissance, ça va être dur. Et tu penses que la philosophie est utilisée un peu comme un palliatif par les hommes pour répondre à cette problématique, qui est l'incarnation, la souffrance d'être ? Oui, mais la philosophie, dans le fond, il y avait le point de vue d'Aristote, par exemple, qui dit « Qu'est-ce que la sagesse ?» Sophia, la philosophia, qu'est-ce que la sagesse ? Et Aristote répond « C'est la science des causes », qui a un côté quand même très scientifique. Or, la rationalité, c'est un moyen de domination privilégié. Et je veux dire donc que je me méfie énormément de cette vision des choses. Et on se rend compte que toute la pensée grecque est imbibée de cette exigence de rationalité. Il y a eu les mathématiciens, etc., mais même si chez Platon on sent quelque chose de différent, il a toujours dans le mythe de la caverne, par exemple, l'idée que nous voyons les choses à travers des ombres, mais à travers des ombres, sauf le philosophe qui, lui, va se rapprocher de la vérité. Et tous ceux qui ne verront pas cette vérité, ils ne seront pas un peuple élu. Oui, et il y a aussi, comment dire, la déclinaison des degrés de l'être chez Platon, dont tu m'avais parlé déjà. Oui. Une forme de classification hiérarchique de la valeur Oui. intrinsèque de l'homme en fonction de la connaissance qu'il possède. Je trouve que Platon, il est catastrophique parce qu'il s'y croit. Croit. Il a une ambition au sein de l'Académos, c'est évident qu'il veut succéder à Socrate, dont il se dit le disciple, et il sera le maître d'Aristote, qui lui n'attendra qu'une seule chose,
quand il sent que Platon est malade, c'est de prendre la succession, ce qui ne se fera pas, au sein de l'académos. Il y a quelque chose de très humain dans l'ambition des hommes, etc. Je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir. À mon avis, il y a une individualité de la philosophie, si on croit à la philosophie, c'est-à-dire ce n'est une expérience que personnelle. C'est pas... Tu doutes de l'idée que ce soit de la pensée pour la pensée. C'est l'utilisation de la pensée au profit de la volonté de puissance. Oui, je crois que c'est malgré soi. Ce qui domine ce monde et le meut, c'est cette volonté de puissance. Elle est la source de toute chose. Et comme Aïn, chez les Hébreux, c'est la source, dans le fond, qui est dans le regard, je pense que c'est juste que c'est dans le regard, ce qui fait qu'on peut avoir l'air très sympathique, très bienveillant, et être constamment dans une recherche de puissance et de domination. Et il n'existe pas des philosophes hors Socrate qui trouvent grâce à tes yeux vis-à-vis de la pensée, de leur regard, leur vision, et une autre question subsidiaire, est-ce qu'il n'y a pas des philosophes hormis Socrate qui t'ont donné cette clairvoyance ou ce regard sur le... Il y a un peu Nietzsche qui a eu cette vision de l'unicité de l'homme dans ce qu'il a de vivant, et la grandeur de cet homme dans le vivant. Mais ça l'a mené à une certaine folie et il n'a pas pu préciser exactement ce qu'il voulait dire. Mais dans le fond, il y a dans sa pensée, avant qu'elle soit corrompue par sa sœur, qui en a fait un des éléments du national-socialisme, ce qui n'était pas du tout, il y a cette idée de la grandeur de l'homme dans le vivant. Alors que ça a été interprété comme la vision du surhomme nietzschéen, de l'Ubermensch. Oui. Et ça, c'est une interprétation fallacieuse de la pensée de Nietzsche par les hommes. Mais fallacieuse pas tant que ça, parce que c'est sa sœur qui a construit ça, qui était de cette opinion politique, et qui a utilisé il était mort, lui, les œuvres de son frère, comme justification dans le surhomme, tu as raison de le dire. Le surhomme, c'est l'homme, c'est le nazi, quoi. C'est celui et puis qui a une certaine dureté, une certaine force, et qui va vaincre toutes les faiblesses en lui. Le grand ennemi du surhomme, c'est la fragilité. Est-ce qu'il existe des philosophes de la petitesse, de l'humilité, de la fragilité? Alors tu mets le doigt dessus, c'est ce qui m'a conduit, c'est certainement Isaïe, par exemple, dans Le Serviteur souffrant, qui fait que j'avais passé une journée avec André Lassus-Chouraki. Et Le Serviteur souffrant, c'est un texte issu de l'Ancien Testament, c'est le texte vétérotestamentaire, comme on dit. Isaïe, on suppose que c'est vers le 9e siècle, et peut-être un peu plus, c'est très ancien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la promesse du Sauveur, d'une certaine manière, chez cet homme démuni et souffrant. Et cette petitesse-là, ça m'a interrogé, parce que Chouraki me dit, mais c'est Jésus. Comme quoi, c'était pas un juif obtus, il était ouvert à plein d'autres choses. Mais je lui dis oui. Alors que c'est pour ça que quand on fait de Jésus, pour qui est croyant, bien sûr, le Dieu créateur, le fétorme, les choses comme ça, je ne partage pas cette opinion. Je trouve que c'est un pauvre homme. C'est un pauvre homme qui avait toutes les puissances, puisque je crois que c'était Dieu fait homme, mais surtout, quand même, dans son humanité, on ne fait pas plus démuni que cet homme-là. On a vu sa faim, sa souffrance, le rapport de sa mère au pied de la croix, etc. Et on oublie cette proximité, cette amitié qu'il avait pour l'homme, on le sent dans certains passages. Et alors ce pauvre dont tu parles, évidemment, philosophiquement, il s'accomplit dans une écriture que je considère évidemment comme plus religieuse que philosophique. Oui. Et comment tu établis ce pont finalement Le pont, il s'établit, alors je vais peut-être t'étonner, mais il s'établit naturellement. C'est-à-dire que dès que nous naissons, on fait l'expérience de cette petitesse-là, et du sacré que nous portons en nous, et en même temps de son destin tragique. C'est-à-dire nous sommes exposés comme, je ne sais pas, est-ce une rédemption, à la violence des hommes. On est exposé à la violence des hommes.
dès le commencement. Il n'y a pas plus démuni que l'enfant en nous. Et quand on est tout petit, eh ben ça va être un prétexte dans la volonté de puissance des autres, qui s'explique aussi, mais pour se sentir plus fort en dominant ce qu'il considère plus fragile que lui, et en même temps s'appuyer sur la disparition de ce propre enfant en lui, de manière à ne pas être exposé, et je pense que c'est un élément fondamental, pas être exposé à la puissance des autres et de la société en général. Et c'est la première expérience, je dirais, fondatrice du travail qui va s'opérer en nous de devenir un étranger pour soi, c'est de se protéger du risque qu'il y a à être soi. Et est-ce que tu penses que les gens se sont réfugiés, notamment derrière la philosophie, des formes de pensée, pour disparaître d'une certaine manière ? Oui. On disparaît toujours dans la puissance, c'est mon avis. Donc c'est l'utilisation de la philosophie à dessein de la force. Oui, et je pense que le religieux est utilisé, la philosophie est utilisée, tout est utilisé pour disparaître, parce qu'il est périlleux d'être. Donc c'est une intuition qui m'avait été d'ailleurs, cette réflexion-là, elle s'est construite d'abord à travers Spinoza et le désir. Le désir, il ne dit pas que c'est une pulsion ou quelque chose de ce type. Il dit bien, c'est l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être. Et donc il avait mis le désir, et à côté, il dit, ce qui manque à l'homme, c'est la puissance. Il n'a pas fait un lien, mais moi je le fais, ce lien. Je trouve qu'entre la puissance, il y a une œuvre dans la puissance de la disparition dans l'être. Et c'est la puissance, plus elle grandit, elle croît, plus elle fait disparaître le désir et devient un effort, et se singularise par cet effort. Et je crois que le lien, on pourrait dire simplement que dans le fond, disparaître, c'est devenir quelqu'un d'autre que soi. Et le normatif, c'est vraiment un chemin et une contrainte qui est claire, précise et repérable. Le normatif, tu pourrais le définir comme le fait de s'adapter au cadre social, à la masse, aux normes de société, au conditionnement du pays dans lequel on évolue. Oui. Ça veut dire qu'est-ce que l'on fait de nous quand nous sommes dans cette fragilité et qu'on peut nous utiliser, nous conditionner. Il y a une notion de conditionnement animal, quasi animal, qui va déterminer énormément de choses, où l'on croit que l'on est libre, mais où on est conditionné par ce lieu dont on a senti qu'il était périlleux dès le commencement. D'être soi. Oui, exactement. Exactement. Donc ça va se construire d'une manière assez intelligente, d'ailleurs, parce que ça fera plaisir ou ça fera déplaisir, mais ce sera toujours par rapport à. Et ce qui sera central, ce qui comble ceux qui aussi disparaissent dans la puissance, c'est qu'on obéisse à leurs desseins de manière à les conforter, et ce qu'ils se sentent, ils seront prêts toujours à donner des leçons. Parce que celui qui cherche la puissance on le reconnaît parce qu'il a des certitudes sur tout. Et les philosophes se sont soumis en tout temps à la pensée environnante. Il est rare qu'une pensée discordante, notamment qui s'oppose à la volonté de puissance, ait pu prendre place dans la société. La société faisant de la force l'élément central de ce qui la distinguera d'un autre groupe ennemi pour pouvoir s'en prémunir. Mais en même temps, comment faire ? Parce que la violence est partout. Donc, être soi et disparaître... physiquement de la Terre, ou ne pas être soi, rester vivant, mais ne pas être non plus. Tu vois ? Je crois qu'il y a ce que nous apprend, dans le fond, la vision religieuse, ce serait religieuse, je le mets entre guillemets, parce qu'il y a des religions. Mais disons monastique, peut-être, c'est la puissance que l'on développe à ne se référer qu'à soi, et rentrer en soi-même et non pas en l'autre. Le normatif, c'est quand même s'échapper de soi, comme tu disais, et exister à travers les repères extérieurs à nous. Au regard d'eux. Oui, voilà. Et je pense que c'est la vie intérieure qui est quelque chose de fondamental, quel que soit les tâtonnements, les sentiments
d'incomplétude ou de petitesse, ce sera inévitable. Mais en tous les cas, c'est son pas à soi, dirait Cyrano. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Et je pense que ce qu'on reconnaît comme étant issu et enraciné dans une pathologie, c'est le fait de se repérer à l'extérieur de soi, de prendre des modèles, faire des transferts. Le transfert, c'est ce qui est le plus commun. C'est-à-dire, on ne va pas persécuter l'enfant qui est en soi, ou plus exactement, on va le persécuter en persécutant un enfant extérieur à soi, qui est généralement le sien d'ailleurs. Mais le modèle et le transfert, ça fait généralement partie quand même d'une étape de la vie d'un adolescent. Oui. C'est la transition du passage de l'enfance à l'âge adulte, en ignorant qui il est, et en se référant à autre chose que le cadre familial pour devenir lui-même. Oui. Mais... C'est pour ça que c'est un passage de crise. Parce qu'il pense trouver la paix et se trouver lui-même dans l'obéissance à la loi extérieure à lui. Et il ne se trouve pas du tout, il se trouve l'objet et la réduction de l'objet. Ça a été dans le fond dans la philosophie du XXe siècle, à travers la psychanalyse, une grande découverte, la notion de l'objet. C'est-à-dire être l'objet désiré. Et c'est ça la volonté de puissance extérieure à soi, j'entends. C'est rendre l'objet soumis et conforme à ce que l'on attend pour qu'on puisse être un objet de puissance et de domination. Par exemple, de façon très prosaïque, prenons un fan de Johnny, par exemple. Il va ressembler en tout point à son idole, et lui, il existera au titre qu'il n'est pas lui, mais qu'il n'est un ersatz de Johnny. C'est ça, c'est exactement ça. Il a plus la certitude d'être en étant autre que lui-même, parce qu'il a plus de repères de l'inconnu de ce qu'il est, qu'à ses propres yeux. C'est vrai ce que tu dis, moi j'y crois complètement. Et on appelle ça un fan, mais c'est issu de fanatisme. Oui, exactement, exactement, et c'est un oubli quand même du fait que Johnny, c'est pas le fan. Oui. C'est quelqu'un d'autre que le fan. Le fan, c'est rien. Sachant que Johnny n'est pas lui-même Johnny. C'est très juste ce que tu dis. Mais c'est dire le peu d'estime que l'on a pour le vivant qui est en nous. Et je pense que le cheminement du retour à soi, l'équilèque, disent les Hébreux, le retour vers soi, c'est précisément aller se voir, ne serait se voir, parce que la source, Aïn, dans le fond, c'est le regard. Et ce regard vers soi, arrêter de se dire qu'il est dévalué, qu'il faut être quelqu'un d'autre, obéir à une autre autorité ou à un autre modèle, étranger à soi pour être vraiment soi. C'est un domaine, c'est cette fragilité. On le voit quand nous sommes petits, on a cette fragilité et on va s'être imprégné de ce conditionnement que va être l'objet qui est attendu par ses parents, ce qu'on appelle l'éducation généralement, ou l'école. Il y a une conformité qui fait de nous quelqu'un d'important. Cet ordre de valeurs, il est fondamental parce qu'il est la clé de la puissance déléguée aux autres. Mais il est une perte de puissance, ne serait-ce qu'à la source, le fait qu'on se regarde comme quelqu'un de méprisable ou de médiocre. D'insuffisant à soi. Et qu'on serait quelqu'un d'important dans la mesure où on ressemblerait au modèle qu'on attend de nous. C'est ça la réduction de l'être qui est en soi à l'objet. Et tu parles de retour à soi, de regard intérieur. Ça fait référence à la mystique, de manière générale ? Non, je pense que ça plus à l'amitié. Être son propre ami, se comprendre, avoir de la compassion, de la tendresse pour soi. Commencer par des sentiments simples. Et une parole dans l'Évangile que je trouve fondamentale et qui peut paraître inaperçue, c'est à un moment donné, Jésus dit à ses apôtres, je crois qu'ils s'aimaient tous, je ne suis pas le maître et vous n'êtes pas les serviteurs, parce que le maître ne dit pas tout à ses serviteurs. Vous êtes mes amis, et parce que tout ce que je sais, je vous le dis. Il y a cette dimension de l'amitié, dans le fond. Et l'amitié, c'est se rapprocher dans cette proximité
Et on le sent tout le temps, et ce qui fait que c'est un cheminement important d'avoir cette relation à soi, qui fait qu'on est son propre ami, et qu'on peut avoir une tendresse vers soi, et une amitié vers soi. Et après, on se construit de façon à devenir ce que l'on est, c'est-à-dire avoir une admiration pour soi, ce qui est toujours possible, parce que tout le monde a des dons, des talents, ça peut être très très diversifié. Quand est-ce que tu t'es dit que c'était ça le chemin dans ta vie ? Alors, je me suis pas dit ça. C'est-à-dire, je trouvais assez insupportable une certaine forme de séparation. Et puis maintenant je peux le dire, mais j'étais quand même extrêmement violent. L'autre jour, je pensais à ma 6e contre l'éducation nationale qui était extrêmement violente, mais j'étais un enfant. 12 ans, c'est un enfant. Maintenant, je me dis, mais quelle violence pour... Alors, je parle de mes enfants qui, quelquefois, ont une espèce de passion, mais je veux dire, j'étais pareil, dans le fond. Mais je dominais rien. Je souffrais beaucoup de plein de choses, mais je ne dominais rien parce que je n'arrivais pas à dominer les choses. Et c'était un espace, je crois, que tout le monde connaît, un espace de solitude. Je veux dire, souvent, on obéit à l'injonction parentale parce qu'on n'a personne d'autre dans cet univers-là. Comme repère, oui. Et oui, donc c'est une solitude. Et dans le fond, je crois qu'à un moment donné, à travers mes voyages et les expériences que j'ai eues, j'avais pensé que c'était dans le fond une manière de me fuir. Mais c'était pas une manière de me fuir, c'est une manière de le chercher. Parce que aussi loin que je me souvienne, il a été très important dans ma vie en termes d'amour. C'est une histoire d'amour extraordinaire. C'est ce que j'avais dit à notre ami Fred, hein. Quand il me parle, il veut de la théologie, mais je lui dis, ton Dieu, c'est pas le mien du tout. Toi, tu penses de puissance, d'ordre, de ceci. Moi, je dis, c'est de l'amour. Moi, je le ressens comme ça, je l'aime. Et il m'aime, et c'est tout, et ça suffit à tout. Et il avait du mal à comprendre ça. D'ailleurs, récemment, il m'a dit, il me prend pour quelqu'un d'important, parce qu'il m'a dit, tu feras quelque chose quand ce sera l'heure d'aller là-haut. Je lui ai répondu, oui, mais il faudra payer un petit quelque chose quand même. Enfin, on a tourné, on a ri ensemble. Oui, oui. Mais c'est fou, je veux dire, comme croyant, il pensait à une élection de Dieu. Oui. Et je pense que c'est dans l'amour, tu es ton propre élu. Élu par toi déjà, dans ce regard-là. Et ce que tu as en toi, tu le donnes à l'autre parce que tout ce qu'il est un rayonnement d'amour, de chaleur, c'est de l'amitié humaine. C'est pour ça que je ne vois pas entre l'amitié profonde que j'ai et l'amour pour Dieu dans son humanité, puisque directement on ne connaît pas Dieu. Et l'amitié et l'amour que j'ai pour mes amis, je ne vois pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose de très humain et de très divin en même temps. Mais c'est ce qui t'a éclairé sur ton propre chemin, c'est ton rapport au regard de Dieu, ta relation avec. Oui et non, parce que je me souviens que c'est pas la foi qui me manquait, mais c'est plutôt dans les blessures dans l'être qui persistaient. J'avais beau avoir la foi, j'ai vécu une souffrance qui dominait, qui était liée peut-être à une solitude, parce qu'il n'y avait pas de présence ni paternelle ni maternelle, et dans cette absence, qui avait sa raison d'être, j'ai quand même eu beaucoup de mal à le vivre, à dépasser ça. Je pense que ça ne peut être que ça, dans le fond. Mais c'est tout ce que je voudrais dire pour répondre à ta question, c'est que c'est du vivant, c'est des choses, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire c'est une solitude, c'est la difficulté, on le voit autour de nous. La vie est une vallée de larmes, tu vois, autour de ça. Tout le monde pleure, hein, dans le fond, quand tu y réfléchis. Et
parce qu'elle est une épreuve terrible. Et tout le monde pleure, mais tout le monde prétend s'en cacher. Hein. Oui, et il y en a qui vont se consoler en s'en prenant aux autres, Oui. et s'en cacher, c'est-à-dire, je peux comprendre quand même qu'on veuille être loin de soi dans cette souffrance-là, et la refouler, ce qui fait qu'on se construit dans un personnage que tu connais, et qui va être un personnage social, un personnage d'idées, de convictions, de plein de choses, qui fait que on se formalise, et du coup, on est plus dans d'une pensée, dans des idées en tous les cas, et moins dans un ressenti. Et est-ce que tu as été dans ce personnage-là ? Ben, sûrement, mais je n'ai pas souvenir lequel, parce que je n'ai pas eu de... Alors c'est un bien et c'est un mal. C'est-à-dire je n'ai pas eu une direction par mes parents. S'il y avait eu une direction, je pense que je l'aurais prise sûrement pendant un moment. Parce que tu le disais, je veux dire, on ne peut pas ne pas être dans des chemins d'errance mais à un moment donné, on se dit, tiens, ben non, c'est pas moi, c'est pas chez moi. Et on va choisir un autre cheminement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien. C'était un pays vide. Et pourtant, il y avait une présence dans ce silence et dans cette solitude qui était importante. Mais c'était, et ça même avec l'âge et le temps, j'ai trouvé un moyen de me rapprocher, ne serait-ce que de mes amis. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour ça. T'étais moins dans un personnage que dans une absence. Oui. J'étais absent, oui. Finalement, comme dans une solitude, hein, quoi. Comme dans ton cadre familial. Oui, exactement. Exactement. Je pense que il y aurait eu n'importe quelle idée, conviction. J'étais pas très docile, je vois mon grand-père qui était ancré dans un socialisme archaïque et actif, c'était une autre époque. Hein. Mais je n'ai jamais eu la tentation, ne serait-ce que de discuter avec lui, à part l'histoire des radis. C'est quoi cette histoire de radis ? Eh bien, c'est à un moment donné, il était à Roquemont, il avait été avec dans le gouvernement Blum. Et il était très axé, il n'était pas non plus très agressif. Mais j'étais dans son jardin, dans l'Oise, et je voyais, il faisait le potager. Voilà. Et j'avais vu qu'à un moment donné, il y avait des radis qui dépassaient, parce que j'adore ça, me prendre dans le jardin, aller passer un coup d'eau, et me les manger à même... Oui. Je trouve ça sympa. Et je lui dis, je peux te prendre un radis ? Non, il me dit. Socialisme, mais pas oui. J'ai eu l'intuition, de lui dire, j'ai compris. T'es partagiste, mais pas partageur. Oh, ça va, il n'était pas content. Il était caricaturiste au populaire, et il faisait des dessins, tout ça. C'était un homme qui avait une certaine... Mais après, un jour, on n'avait pas du tout, au niveau des idées, de la pensée, d'accointance, parce que moi je me méfie un peu des convictions idéologiques, comme tu le sais. Je dis, mon arrière-grand-mère qui disait, elle était à la maison de la Seine-sur-Mer, et elle disait souvent qu'elle détestait les enfants. Elle avait été la maîtresse d'Anatole France, qui lui avait payé une maison superbe à la Seine-sur-Mer, où j'ai habité un peu avec ma femme. Et elle l'a dit, c'était une femme d'une dureté, mais hallucinante. Elle devait être mignonne quand même, pour que l'autre lui paye une maison. Je suppose elle pouvait pas être chiante et moche. Ah oui. Et quand elle est décédée, moi, je la connaissais pas assez pour être affecté. J'étais à Roquemont, justement, et j'ai vu mon grand-père, cet homme qui avait ce personnage, justement, qui était très idéologique, en fin de compte, tomber en larmes dans mes bras, à moi, alors qu'on n'avait pas de relation. Il savait que moi, j'avais plutôt une obédience religieuse, que j'avais des croyances, etc. Lui, pas du tout en bon socialiste. Et tout le monde se respectait, ça posait pas de bord. Mais il tombe dans mes bras, il me regarde, les yeux embués, il me dit,
Tu sais, j'ai attendu jusqu'au bout qu'elle me dise qu'elle m'aimait. J'ai trouvé ça incroyable. C'est surtout que cette absence et ce désir insatisfait est conduit et dirigé toute sa vie. Et c'est ça le pouvoir, dans le fond. On le nomme pas, hein, on va pas le nommer, c'est du refoulement. Nommer, c'est la source de sa souffrance. Mais en définitive, c'est des expériences infantiles qui est un monde, celui de l'enfance, d'extraordinaires blessures. Et lui, là, c'est sorti comme une attente. Jamais il pu se dire, mais qu'est-ce que ça peut foutre, ta mère Des mères, il y en a partout, c'est une personne comme une autre. Il était, comme tout enfant, prisonnier d'une relation à une personne dont il faisait une mère. Prisonnier du regard de la mère. Oui. Et du coup, il était à attendre quelque chose. Voilà. Au moins, je pense que c'était pas une mauvaise idée, je dis pas que je l'ai fait exprès d'ailleurs, d'aller un peu voyager partout et de pas me lamenter sur ce que mes parents ne m'ont pas donné. Ils me l'ont pas donné, ils pouvaient pas me le donner. Et t'as pas été déterminé par le regard de ton père ou de ta mère? Il était athée complètement, par exemple. Ils étaient athées, moi j'étais croyant très tôt. Maman, elle avait un catholicisme, mais très très normatif, alors obéissant. J'ai fait ma communion, tout ça. Mais bon, ça m'a ennuyé plus qu'autre chose. Et elle n'avait pas une pensée religieuse, ou elle m'a pas embêté en me disant il faut croire. Elle n'était pas une croyante, à mon avis, très affermie. C'est les circonstances qui m'ont permis à un moment donné, de faire des rencontres de personnes que j'ai aimées, dans le fond, comme des belles personnes, comme Danielou, etc. Mais curieusement, c'est vraiment les circonstances. Parce que dans mon milieu, on ne rencontrait pas des gens comme ça. Parce que tu étais de quel milieu social, toi? Plutôt ouvrier, d'un milieu très simple. Et quoi que je dis ça, quand papa est rentré de la guerre, tu vois, à la Libération, il était dans un camp de travail en Tchécoslovaquie. Ouais. Et comme il m'a dit lui-même, Pierre Privat m'a dit, ton père m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça qu'il l'a embauché à Toulouse, à l'imprimerie, Pierre Privat, parce qu'il lui a sauvé la vie. Il a fait la comptabilité, tout ça, il se débrouillait bien. C'était pas des gens non plus totalement, manuels, je dirais. Ils pouvaient avoir une activité, mais ils étaient renfermés et absents d'une certaine manière. Un jour, mon père me l'a dit, il m'a dit, tu sais, à notre époque, on ne parlait pas. Donc il reconnaissait qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Il voyait bien que moi, j'avais une recherche, etc., mais on n'en a jamais parlé, quoi. Ouais, ta mère, elle parlait ou pas? Non plus. Non plus. Un jour, je lui ai dit, c'était vers la fin de sa vie, je me souviens à la Seine-sur-Mer, à cette maison dont je te parlais, je lui ai dit, mais t'es qui, toi, en la regardant? Ça l'a saisi. Ils donnaient pas ça, ils donnaient rien. Ils étaient cachés aussi. Parce que, éducation particulière, mon père idéologique, parce que mon grand-père, je te le disais, était militant. Maman, on s'était... alors, le milieu très... Ce qu'elle avait, c'est qu'elle c'était une très belle femme, mais d'un milieu très pauvre. Mais elle, intellectuellement. Mais comme on en voit, c'était même pas un intérêt intellectuel. Mon grand-père aimait du côté maternel, aimait la pêche. Il se parlait pas avec sa femme. Elle, tu te souviens, il y avait ce film qui est passé de mes vacances quand j'étais enfant, que papa a mis le film à l'envers, et que je suis sorti de la piscine vers le plongeoir. Elle a vu ça, elle a dit, ma grand-mère, « Oh, il est dégourdi, le petit !» Bon, c'est dire que, il y avait beaucoup d'informations qui lui manquaient. Ouais. Mais c'est curieux, ils sont enfermés dans des... Et toi, finalement, d'où ça t'est venu? Tu parles de rencontres, mais t'as forcément une impulsion intérieure, t'as quelque chose? Non. Au départ, j'avais une méfiance intérieure. En quatrième, j'avais rencontré Grégoire de Boisson,
il avait développé une amitié pour moi, et moi, bon, je disais pas non. J'étais pas très emballé, mais en définitive, son père, Guy de Boisson, avait été président, directeur général de la Banque pour l'Europe de l'Est. Il avait été député de l'Aveyron, d'ailleurs, et plus jeune député de France, et il était communiste, Guy de Boisson. Et un jour, je lui ai dit à Grégoire, je lui ai dit, mais... il me dit, viens chez moi, quand on avait, 13 ans, 13, 14 ans. Viens chez moi, je vais chez lui. T'habitais où à cette époque-là? Là, j'habitais en Montmartre, parce que la maison qu'avait mon grand-père, qui avait aidé des Juifs, et qui était assez sympa, d'ailleurs. Et donc, je vais chez lui, chez le communiste, donc, avenue Hoche, tu vois, en bas de l'avenue Hoche. Ah ben, je lui dis, ça rapporte d'être communiste, tu vois, disposition. Je crois que je n'ai jamais parlé quasiment à Guy de Boisson, tellement il était dans un monde. Mais dans ce monde-là, de la noblesse, dans le fond, tu peux rencontrer plein de gens qui sont des gens importants. Donc c'est circonstanciel, tu vois, ce n'est pas du tout quelque chose qui était naturel. Ça fait partie de mon histoire d'une manière... Mais au plus jeune âge, tu avais déjà une forme de clairvoyance, parce qu'à 12-13 ans, faire le rapprochement entre l'idéologie et le statut social et faire une distinction entre les deux, c'est pas donné à tout le monde. D'où tu tiens cette clairvoyance? Je ne l'avais pas à cette époque-là. Je la cherchais. Mais je ne l'avais pas. Mais tu ressentais bien qu'il y avait, justement, tu avais relevé qu'il y avait un problème. Oui, je sentais quelque chose de faux. Ouais. Ça, on le sent. Hein. Mais je veux dire, j'avais des grands points d'interrogation. Il m'a fallu des années et des années de recherche. Et dans le fond, ma vie a commencé par ma vie affective, avec ses tâtonnements, ses imperfections, ses remises en question. Je veux dire. Et là, j'avais pas beaucoup de certitudes, mais j'en avais encore moins, parce que la vie affective, c'est l'implication dans une réalité charnelle de ces questionnements, de ces... Je veux dire, tu abandonnes toute certitude, parce que la vie affective vient te surprendre sans cesse dans des choses que tu comprends pas du tout. Alors. Mais je pense que ce qui m'a formé, c'est les événements de ma vie qui m'ont donné le sentiment que je ne dominais rien et que j'acceptais de ne pas dominer. Je veux dire, je n'y recherchais. C'est pas... Ça, j'ai senti que c'était quelque chose de faux qui vous séparait de vous-même. Donc, je m'en suis énormément méfié. Mais il n'empêche, c'est quand même, comment dire... ça vous laisse dans un désarroi plus grand encore. Parce que dans le fond, si on cède à des idéologies, à des conformités, à des ambitions normatives, comme disait, on suit le chemin de son père, ceci, ça, ça vous apporte un support. C'est une réponse. Elle intègre l'exclusion de soi dans sa vérité, mais elle vous permet de mieux vivre cette espèce de contact qu'a l'enfance, dont je parlais tout à l'heure, à ces injonctions parentales qui on appelle éducation souvent, et qui sont la puissance des parents à vouloir que l'enfance devienne ce qu'ils veulent qu'on soit. Et à mon avis, c'est la source même du fait qu'on devient étranger à soi-même et qui fait qu'on devient, comment dire, on disparaît, on prend tous les moyens possibles pour disparaître. Et l'idéologie, tu sais ce que j'en pense, ou les idées en particulier chez Platon et autres, ce n'est que la dialectique de cette disparition. C'est pour ça que je n'ai jamais mythifié la culture et la philosophie dans le sens d'une réflexion, où quelqu'un se donne une importance sur des sujets dont il pense donner une réponse, et que la source même, à mon avis, des choses intelligentes et profondes sont dans une espèce de pauvreté intérieure, où tu n'essaies pas et tu acceptes et t'intègres le fait de ta fragilité. L'idée de la pensée est juste et belle. L'idée du penseur est pas importante, voire néfaste. Oui. Parce qu'elle va déterminer la justification tu as raison. De la puissance d'une quelconque façon. Tu as raison, complètement. Ça nous regarde pas qu'on se détermine. Il ne faut surtout pas se déterminer selon ce canevas-là, quoi. Je pense qu'on n'est pas très intéressé par soi. On obéit
à la parole de ceux qui vous ont éduqués, et on obéit surtout, et je pense que l'obéissance et la conformité, c'est de rejoindre l'idée qu'on n'a pas une réalité propre, qui a une certaine valeur, ou à ses propres yeux. Et que c'est vrai que on peut trouver beaucoup de liberté et une certaine joie, et pourquoi pas beaucoup de plaisir, à être ce personnage-là qui nous a été imposé comme un chemin naturel quand on a décidé d'exclure, nos parents ont décidé d'exclure en tous les cas celui qui ne mène à rien ou n'est pas intéressant. Je pense que cette séparation avec soi, il n'existait que dans la projection sur les autres, la vie des autres, c'est quelque chose de central. Et quand même l'amour, y compris l'amour, ce n'est rien d'autre que de disparaître par projection dans la demande de l'autre, ses besoins, cette volonté de séduire aussi, d'une certaine manière. Parce qu'on pense qu'on n'est pas... Dans la séduction, on joue à un jeu, oui. Donc on est forcément le personnage. Oui, on est le personnage parce que, d'une certaine manière, on se méprise dans ce que l'on est, c'est-à-dire... On n'est pas suffisant pour plaire. On n'est pas suffisant. Et c'est ce qui est très curieux, parce que quand on est suffisant pour plaire, comme on le voit, dans le fond, chez des acteurs qui ont été de très belles personnes, enfin, en tout cas... Physiquement. Je pense à quelqu'un en particulier. Comme Delon, par exemple, oui. C'est insuffisant pour être heureux. C'est suffisant pour plaire, mais pas suffisant pour être heureux. Et je trouve que le bien suprême, c'est le bonheur intérieur, cette espèce de partage et de transparence dans ce que l'on donne à l'autre et que l'on reçoit. Et c'est pas si facile, quoi. Oui, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une mode, où tout le monde en parle, la recherche du bonheur. Mais il y a un esprit normatif. Il y a des codes, tu vois. Oui. C'est des influenceurs un peu baba cool, qui parlent avec une petite voix douce et qui parlent de toute cette fragilité, toute cette tendresse. Mais moi, j'ai du mal à y croire pour la simple et bonne raison ce sont tous des faux jumeaux. Ah oui, je suis ton avis. Donc en fait, ils empruntent un canevas, ils utilisent le bon vocabulaire. Tout est soumis à la disparition de soi, tout est utilisé. Ils empruntent un autre déguisement, même s'il convient en fait, au cheminement qu'on devrait formuler en soi, ils sont incapables de parler d'eux-mêmes. Voilà. Tu as raison, je suis de cet avis complètement. Et c'est dire que cette puissance à disparaître, elle s'organise dans une dialectique que je dirais platonicienne quasiment. Et dans le fond, elle existe dans un milieu qui était le milieu politique constantinien. On dit c'est la naissance de la foi, dans le fond. Non, c'est la naissance de l'Église. Et qui n'est pas conforme à la foi dans précisément cette expérience qui a été une souffrance pour tous ceux qui l'ont vécu, parce qu'ils s'aimaient, visiblement. Ils ont très mal fini. C'est un peu triste, mais tout est organisé pour donner un semblant de légitimité. Tu penses que par définition, l'institutionnalisation, c'est la norme et la disparition même du sujet encadré par... C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, je pense que l'Église, par exemple, était tout ce qu'on veut sauf religieuse. Mais elle a utilisé le principe de l'apparence religieuse et mystique pour le pouvoir. Ça a été ainsi pendant tout le Moyen-Âge. Et je veux dire, ça se voit que ça a été une œuvre de destruction et de mépris des hommes. Mais incroyable. De pouvoir, c'était de la politique. Mais même les politiques ont l'intention de... Et donc la philosophie aussi, à l'échelle institutionnelle, c'est un conditionnement de l'homme de soumission à la norme du moment. Oui. On prendra la philosophie qui correspond au pouvoir en place. Je pense que le seul qui mit les pieds dans le plat, c'est Socrate, avec son idée que je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais ça convenait pas aux gens qui veulent savoir tout pour se faire un avenir politique, une situation... Et conclusion, il s'est suicidé avant d'être jugé et tué, d'ailleurs. Avec la ciguë, il s'est suicidé.
Sinon, il allait être tué par les premiers, sachant qu'il disait que les premiers seraient les derniers. Oui. Mais oui, je crois que c'est fou, quoi. Forcément, c'est du marketing, c'est de la vente. Si tu veux réussir, il faut vendre ta pensée, tes idées. Il faut que ce soit séduisant un peu. Ça ne marchera pas. Donc tu donnes une légitimité, tu t'appuies sur une réflexion, une pensée même, quelquefois beaucoup politique. Tout est politique. Je veux dire, et surtout le religieux. L'Église est un projet politique. C'est pour ça qu'on l'oublie beaucoup, bien qu'on l'ait noté, mais là aussi pour l'utiliser. C'est que Jésus a été crucifié par des croyants. Et les Sanhédrins, les grands prêtres, etc., c'est des gens très installés et qui étaient les croyants de cette époque-là. Et ils trouvaient normal peut-être de mettre un mec sur une croix. Les croyants institutionnalisés. Voilà. Et on ne peut pas l'oublier. C'est pas les Romains c'est les Romains qui l'ont fait parce que les Juifs ont demandé. Et c'est Pilate qui dit, mais pourquoi vous voulez le crucifier? Il n'a rien fait. Et c'est Pilate qui défend Jésus. Et c'est très important sur ce que peut être une église. Dans le fond, une église, c'est un parti politique, et ça a toujours été ça. Il est question d'intérêt. D'ailleurs, si tu crois à la paix, je veux dire, il y a un cheminement vers l'amour de toi, et peut-être un don que tu peux faire aux autres. Tu vas pas faire la guerre et les tuer, tu comprends? Il y a un truc qui fonctionne mal ensemble. Eh bien, au nom de Dieu, on a ce qu'a fait dire à Jésus, beaucoup se réclameront de moi, et moi, quand je les aurai en face de moi, je ne les reconnaîtrai pas. Évidemment, parce que tuer, c'est interdit par quelqu'un qui a une vraie foi. Il accepte de donner sa vie, mais pas de tuer les autres, et de dire aussi il y a une vérité, tu obéis à la vérité ou je te tue. Pourquoi pas? Enfin, on ne peut pas dire que ce soit conforme avec l'évangile, non, pas du tout. Et cette violence des hommes qui est extraordinaire, de puissance c'est quand même une pathologie, une maladie que moi, dont je pense la racine dans l'expérience émotionnelle de l'Oedipe, où je veux dire que tu as décidé que les autres et l'autre et vivre parmi les autres, c'était une épreuve où tu risquais ta peau, il fallait les écraser avant qu'ils te... Donc toi, tu penses que la cause de la plupart des comportements humains, dans ce qui peut incarner de défensif et d'offensif en même temps, a ses racines dans la psychanalyse. Dans ce rapport... Alors la psychanalyse, oui, c'est un système qui pense, dans le fond, à une analyse par rapport aux injonctions familiales. Et je pense qu'elle est la source, oui, elle est dans cette expérience émotionnelle unique qui va être déterminante, qui est notre condition d'enfant au milieu d'hommes beaucoup plus puissants que nous, puisqu'ils sont adultes, etc. On va les regarder comme et les justifier, et les imiter. Il y a tous ces principes d'imitation et de projection dans la pensée, dans les idées, dans la philosophie, dans le métier, fonctionnariat, etc. Tout ça est oedipien. C'est cette pensée un peu qui serait une pensée psychanalytique, c'est la dimension oedipienne de notre destin. Parce que la plupart des gens, quand on leur parle du complexe d'Oedipe, ils ont une vision assez incestueuse, charnelle, assez directe. Mais toi, ta vision, elle est philosophique. Non. Tu regardes... Non. Oui, je dirais, elle est charnelle aussi, complètement. Un père qui vous dit « fais pas ça », qui te gronde ou qui te donne une fessée, ou une mère qui est dure, etc. C'est du charnel, c'est pas du philosophique du tout. Je pense qu'après on peut... Je faisais allusion à l'aspect sexuel. Ah oui, là il y a une pensée, je vais penser ce que pensait un peu Bettelheim quelquefois au sujet de l'autisme, il y a une dimension de destruction, d'autodestruction, incestueuse, dans la relation à la mère, la fusion à la mère. C'est assez... dans la forme, c'est assez compliqué. Mais c'est
L'enfant qui joue avec ses parents, qui rit, quand on le voit, on voit que tout est dans l'ordre naturel des choses, c'est du merveilleux. Mais l'enfant qui est contesté à travers une éducation, constamment, fais ceci, fais cela, tiens, mets tes mains sur la table, mange ça, même si tu n'aimes pas, cette espèce d'oppression tout le temps. On sait que la famille, c'est un lieu qui n'est pas naturel d'une certaine manière. Il devrait l'être, mais une femme se perd dans la mer, une femme disparaît aussi dans la mer. Un père doit représenter quelque chose, parce que dans le fond, l'amour est secondaire. La force. Oui, la force. La force. Et c'est des représentations qui sont sociologiques, je dirais, de la liberté ou de la puissance. Mais ce qui est à éviter absolument, c'est d'être démuni par rapport à la violence du monde et des hommes. Ça, c'est à éviter totalement. Donc une femme, c'est ce qu'elle appelle aimer, va épouser la force, tu le disais, pour justement... et évidemment, ça va dans l'éducation, elle va demander, et il va demander à son fils et à sa fille d'ailleurs, d'être dans un schéma de cette même force, croyant lui rendre service, en le détruisant, dans le fond, ou en rendant ça suspect, son ressenti, et cet univers d'enfance emporte la suspicion sur tout ce qui est la fragilité intrinsèque du vivant. Et je veux dire, on va l'exclure, ça aussi, de sa réalité, alors que c'est cette fragilité qui nous constitue dans l'être et qui fait qu'on porte un nom, qui est un nom unique et merveilleux. C'est dur de pouvoir s'extraire du personnage, sachant qu'il est à la fois notre épée et notre bouclier, et que, ouvert à la face du monde, on ne peut qu'en être détruit, d'être soi aussi. Donc c'est un équilibre qui est dur, qui est précaire. Je suis de ton avis. Moi je pense, ma vision, c'est l'idée d'avoir l'impératif d'être le personnage sans jamais oublier qu'il n'est que le personnage. Oui, tu as raison. Tu as raison. C'est parce que tu peux légitimer le fait que tu développes une stratégie pour te défendre, et pourquoi pas, hein, mais tu ne t'abuses pas toi-même. C'est ça, tu as raison. Tu ne t'abuses pas toi-même et tu te protèges en ne t'abusant pas. Alors que si tu crois à ton personnage, ça devient catastrophique. Si de long on croit qu'il est Dieu parce qu'il plaît aux femmes, il prépare une vie triste dans le fond. Oui, à être enterré avec ses chiens. Oui. C'est pas gai. Tu as raison, moi je crois assez. On peut développer des stratégies qui fait qu'on se protège quand même, mais en aimant ce que l'on est, aimer ce que l'on est, et être bien avec soi, réconcilier avec soi. Je trouve que c'est fondamental. Et ça ne regarde pas les autres. Tu m'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Mais tu as raison. Tu as ta propre construction, des choses essentielles, et tu te sépares du fusionnel qui fait que je pense que les femmes ont besoin de la force et de pouvoir la manipuler et la dominer aussi, pour se sentir importante. Et nous, de même, de jouer ce rôle-là. Pour être admiré par elle. Donc c'est bien, c'est ne pas sentir que l'on n'est pas d'accord et que l'on se construit dans une relation à soi fondamentale, qui est proche d'une contemplation de soi dans les dons que l'on porte. C'est le principe du bonheur. C'est le principe du bonheur, à mon avis, c'est ce rapport à soi amical et contemplatif. Et c'est intérieur, personnel, et ça se partage peu, quoi qu'on puisse le partager tous les deux, évidemment, dans l'amitié. Et on arrive à le dire, mais dans le monde affectif, on touche évidemment d'abord à des blessures très très précises qui ont conditionné
dans la structure émotionnelle le danger d'être soi. C'est un langage fondamental, je dirais, du corps, que tu connais un peu par ton métier. Et tu as raison, il est central. Si on fait comme s'il n'y avait pas de structure émotionnelle et de cheminement souvent blessé de ces émotions, eh bien, on est quelqu'un qui n'a pas de réalité, pas de chair, et ça va avoir des conséquences énormes dans l'étranger que l'on devient pour soi. On est désincarné. Oui, on est désincarné, tu as tout à fait raison. Dans une dimension organique et purement charnelle. Oui. Qu'on essaie Moi, je crois, et c'est ce que j'aime dans ton travail, je crois que ce langage du physique charnel, il est fondamental. Et il est une école fondamentale aussi, pour se comprendre soi-même et approcher de l'autre avec une infinie délicatesse. Voilà, c'est... Eh ben, je pense que on se réserve un autre épisode pour discuter du fait que l'on s'approche de soi, la dimension du charnel en soi. Ce langage, etc. Voilà. Et la manière de se fuir que tu détermines selon 2 critères, le cérébral et le génital. Ça pourra sûrement intéresser nos auditeurs. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, ben, à la prochaine, Pierre. Oui, à la prochaine. Tu voudrais dire un dernier mot pour finir ? Que j'ai passé un excellent moment de partage avec toi. Et que c'est bien, c'est sympa. Je trouve qu'on s'est bien envoyé. C'est vrai, ben j'espère que ça m'a plu aussi, ça c'est sûr, et que ça a aussi plu à nos auditeurs. Oui. Et je leur souhaite à une prochaine. Allez, salut Pierre. Salut. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.